Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Dans cet épisode, je reçois Charlotte qui a 29 ans, qui vient d'un milieu modeste et qui a réussi malgré tout à grimper l'échelle sociale puisqu'elle a fait l'une des plus grandes écoles de commerce de France. Et pourtant, Charlotte a aujourd'hui besoin de sécurité financière sans pour autant savoir de quel montant elle aurait besoin pour se sentir sécure. On questionne ensemble ce rôle de socle au sein de sa famille, de ses frères et sœurs, qu'elle appelle d'ailleurs les enfants, mais aussi d'ailleurs vis-à-vis de ses propres parents. Un rôle qu'elle a adopté dès l'adolescence, un peu malgré elle, dans lequel elle s'est épanouie depuis, en fait ça lui donne un rôle et une identité après tout, mais qui finit par peser lourd aujourd'hui sur ses épaules. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 € par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Salut Charlotte. Salut. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. Merci Charlotte de venir dans Histoire d'argent. Tu m'as envoyé un long mail pour me raconter un petit peu à quel point, déjà pour commencer, apparemment le podcast t'a pas mal secoué. Tu m'as dit que t'avais pleuré pas mal de fois en écoutant. Ça t'a fait des trucs, quoi. Ouais, et en t'entendant, je suis en train de me demander si est-ce que ça fait ça à tout le monde ou est-ce que c'est que moi. Ouais. Ouais, je sais pas, mais effectivement, j'ai entendu des trucs qui... Je saurais pas trop dire exactement les podcasts et les moments, mais ça m'est arrivé d'être pas mal secouée ça m'a beaucoup questionné en fait sur mon propre rapport à l'argent et je le trouve passionnant. Donc merci déjà pour le podcast, de l'avoir créé. Autant il y a des gens autour de moi que j'ai recommandé, à qui ça parle pas forcément, mais moi alors, je les écoute beaucoup et je crois qu'il y a des gens qui ne veulent pas y toucher. C'est-à-dire que vraiment, ils veulent pas ouvrir cette boîte de Pandore parce que, comme tu le dis, ça secoue beaucoup, ça vient questionner plein de choses, ça vient questionner peut-être, on va en parler, ton rapport à tes parents, souvent ton rapport à ton éducation, ton rapport à tous des trucs que t'as pas forcément envie de déterrer. De déterrer. Ouais. En tout cas, déterrer. Oui. Des trucs qu'on a bien enfouis. Waouh. Ok, très bien. Donc, on va essayer, si tu veux bien, de déterrer ensemble d'autres trucs. Merci aussi parce que tu m'as dit que le podcast avait pas mal aidé. Et c'est très cool. J'en profite pour venir dire à tous les gens qui nous écoutent que si le podcast vous aide, n'hésitez pas à m'envoyer de l'argent. Je vous mets un lien dans les notes du podcast. C'est un vrai truc avec lequel, qui est un peu c'est ma déterre on va dire, de l'année à venir, de faire prendre conscience aux gens que c'est important d'aider les créateurs qui vous donnent du contenu, qui vous offrent du contenu. Et surtout pour, en tout cas moi à titre personnel, faire en sorte de m'aider à ne plus dépendre de la publicité.
Voilà, donc j'en profite pour le dire, parce que je sais que je le dis en intro, mais souvent les gens zappent l'intro, après ils m'écoutent plus. Donc là, moi, je le dis dans le flux. En tout cas, merci beaucoup. Ça me touche que le podcast t'ait aidé, ça me touche que le podcast vous aide d'une manière générale. C'est exactement pour ça que je le fais. On va parler de ton histoire, de ton rapport avec l'argent. En 1 minute, 2 minutes, est-ce que tu pourrais dire un petit peu ce dont tu as envie de parler là aujourd'hui? J'ai volontairement pas relu le mail que je t'avais envoyé en plus. Bah, si tu veux, je peux te le relire. Parce que je l'ai sous la main, quoi. Tu veux? Ouais, tu préfères qu'on fasse comme ça? Vas-y. Donc tu me dis globalement que tu as un rapport compliqué avec l'argent et tu pensais que globalement, tous les gens qui venaient d'un milieu modeste, et c'est ton cas, avaient un rapport complexe et tendu, on va dire, à l'argent, ce qui a l'air d'être un peu... Ça a l'air d'être compliqué pour toi, cette peur de manquer, etc. On va en parler, quoi. Mais tu as rencontré des gens qui venaient de familles qui ont peut-être encore plus manqué que toi, et c'était pas aussi évident que ça pour eux, en tout cas. Ils avaient un rapport plus détaché. Tu m'expliques aussi que tu as une grosse peur de manquer. On va en parler parce que la peur de comment payer le loyer depuis que tu as genre 10 ans. Waouh! Oui, non, mais je dis ça parce que c'est des choses que j'ai entendues très très tôt. Je sais que payer le loyer, c'était un sujet et j'en entendais parler et j'ai toujours eu un rapport avec ma maman où elle m'a beaucoup parlé. En fait, elle m'a beaucoup parlé très vite, je pense, comme à une adulte. Donc, et avec le recul, je me dis, est-ce que vraiment c'est des choses qu'on m'a dites ou bien que j'ai entendues quand j'ai eu des oreilles qui ont traîné? J'étais peut-être aussi un petit peu comme ça, mais je me rappelle qu'en tout cas, on s'est pas privé de dire devant moi, bon bah voilà, on a 2 mois de loyer de retard, là il faut donner un premier chèque à la propriétaire. Enfin voilà, des choses marquantes où je savais que quand mon père il avait son salaire, il allait à la banque à minuit, le jour où il avait son salaire, pour pouvoir directement récupérer de l'argent avant que les factures ne passent, etc. Enfin, c'est des trucs, tu vois, où bah c'est normal, on a des loyers de retard, c'est normal, à minuit, on va à la banque pour récupérer son argent pour son salaire. À ta tête, je me dis que pas forcément, mais en tout cas, tu vois, c'est des trucs... Je peux comprendre qu'on ait envie de le faire. Après, qu'on vienne le faire vivre aussi à 10 ans, tu vois, à sa fille de 10 ans, c'est un peu plus complexe, quoi. Ouais. Mais bon, j'imagine que, quoi qu'il arrive, tes parents ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ouais. T'as 29 ans aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Et donc, tu parles aussi du fait que t'es une fille d'immigré, avec un daron dans le bâtiment, tu l'as noté, je crois. Ouais, dans la vie, il faut travailler dur, et tu n'es pas blanche, alors ça sera plus dur pour toi que pour les autres. T'es aussi transfuse de classe, hein, t'as fait une grande école de commerce, une des plus grandes écoles de commerce de France, donc bravo pour ça. Mais tu t'es aussi pas vraiment sentie à ta place de ce que tu racontes. Ah, clairement pas, jamais, je pense. Ok. Et donc, maintenant t'es en CDI. Et je peux même te raconter une anecdote sur mon premier jour d'arrivée donc dans cette grande école, effectivement. Donc, il y avait un jour où, en fait, on nous a présenté les plannings. Donc, j'étais toute seule. Hein. Vraiment, je connaissais personne. J'y suis allée toute seule. J'ai remarqué très vite qu'il y avait, en fait, beaucoup de gens qui se connaissaient, en fait, qui avaient fait, j'imagine, toutes leurs études ensemble, leurs prépas ensemble, etc. Alors que j'ai un parcours un peu plus alternatif. Et en fait... Enfin, non, alternatif, je veux dire, j'ai pas fait une prépa grande école, quoi. Ok. Voilà, j'ai fait un BTS. Pourquoi j'ai fait un BTS en alternance? Parce que je voulais me sécuriser un bac plus 2. Je me disais pas, je me voyais pas faire 2 ans d'école, ne pas avoir de diplôme. Pourquoi? Et c'est là où tu vas commencer à sentir le nœud du problème. Je me suis dit, si jamais il arrive quelque chose à mon père ou à ma mère, il faut que dans minimum 2 ans, je puisse déjà travailler pour pouvoir, parce que moi je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, donc il y en a 3 derrière moi. Et je me suis dit, si jamais il arrive quelque chose à mes parents, eh ben, il faut que à 20 ans, je puisse travailler. Donc, il faut que j'ai déjà un premier diplôme et des compétences qui soient déjà monétisables sur le marché. Pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Ouais. C'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Et donc, ce premier jour d'école, j'arrive et donc je vois le planning de l'école. Et là, je me rends compte que on n'a pas beaucoup de cours, en fait. Et il y avait une fille avec qui j'avais sympathisé à côté. Et je lui dis, tiens, on n'a pas beaucoup de cours à côté. Limite, on a le temps d'avoir un taf à côté, quoi. Et là, je comprends dans ses yeux qu'on ne vit pas dans la même réalité, en fait, et qu'elle ne comprend pas pourquoi je dis ça. Et je l'entends même après avoir une discussion avec l'autre et avec la personne qui était à côté d'elle.
Et puis dire oh ça va, cette année c'est que 17 000 euros en l'occurrence, l'année d'études. Moi, mes parents, ils ont financé les études de mon frère qui est parti aux États-Unis. Lui, c'est 60 000 euros l'année et tout ça. Donc, gros choc culturel dès mon arrivée, dès le premier jour, où je me suis dit ah ouais, on peut se parler, mais on se comprend pas, quoi. Ouais. Vous êtes du même monde, mais vous n'êtes pas du même monde. Alors, on s'est retrouvés dans le même monde, mais on vient pas du même monde. Et donc, j'imagine que tu as vécu toute ta scolarité comme ça, un peu à côté. Ouais. J'ai vécu toute ma scolarité un peu comme ça. Je me suis jamais vraiment... Bon, école de commerce, qui dit école de commerce dit monde des assos aussi. Je me suis jamais trop intégrée dans une association parce que quand j'avais du temps à côté, je travaillais. J'ai pris un crédit, j'avais déjà une vision différente de ces 2 années d'études, donc qui étaient mes 2 années de master. Pour moi, il fallait qu'elles me coûtent le moins cher possible et qu'elles soient le plus rentable possible. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai fait de l'alternance dans une école où c'était pas forcément simple. Donc, il fallait que je valide tous mes cours de première année le plus vite possible. Donc, je pouvais pas me dire, je fais des assos à côté, ça je l'étale, ça je le prends l'année prochaine, etc. Donc, oui, j'ai vécu ma scolarité, effectivement, un petit peu à part de toutes ces personnes-là. Pareil, en Erasmus, je me suis pas posé la question. Moi, j'ai fait un stage à l'étranger qui était payé. Oui. Il fallait que ça... Fallait que ça crache. C'était ma réalité, quoi. Fallait que ça rapporte. T'as financé ces études par un crédit, c'est ça? Ouais. Et d'ailleurs, à l'époque, pour moi, c'était... faire un crédit, pour moi, c'était Cofidis. Mon père était interdit bancaire, donc pour moi, c'était vraiment le diable, quoi, le crédit. Et mais j'avais quand même ce truc où... Encore à 18 ans? Ouais. T'avais encore ce truc-là, en fait, au moment post-bac, quoi. Ouais, t'étais encore là-dedans. J'avais encore ça. Et en fait, je voulais faire des grandes études et du coup, voilà, je voulais faire BTS, année de prépa et en même temps licence, et puis ensuite faire... mon master en grande école parce que... C'était ton objectif? Ouais. Quand t'étais au lycée? Ouais. Ok. Quand j'ai commencé mes études supérieures, ouais. Parce que je me disais, si tu veux sortir de ta classe sociale... Alors, je sais aujourd'hui avec le recul que c'est pas du tout la seule solution, mais en tout cas, c'est celle qui me paraissait la plus simple à l'époque, parce que j'avais des facilités à l'école, voilà quoi. Et du coup, ouais, voilà, je m'étais dit, il faut que je fasse une grande école. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont de l'argent, ils font des grandes écoles et ils ressortent avec de l'argent aussi. Donc, si je veux, enfin voilà, pour m'extirper de ça, il faut que je fasse ça, et il faut surtout que je sécurise en fait la suite, quoi. Sécuriser. C'est un peu le mot-clé qui revient souvent dans ton mail. C'est ça. Sécuriser. Ouais. Aujourd'hui, tu es investisseuse. En plus, tu dis que tu as acheté 3 appartes. Ouais. Bravo. C'est-à-dire que globalement, ton plan fonctionne. Oui. T'es sécurisé ? Non. Non, mais parce que en plus, il y a eu ce moment où, quand j'ai commencé à investir, bon, déjà, c'était un petit peu compliqué pour moi au tout début. Alors attends, je parlais du crédit. Juste, je voulais dire un truc sur le crédit parce que on parlait. Je suis bavarde, hein, donc. Alors, c'est tout le concept du podcast, donc n'hésite pas. Non, mais tu vois, quand pas de parler. Tu me demandais si j'avais peur de faire un crédit. Alors oui, j'avais peur de faire un crédit, mais j'essayais de rassurer ma mère aussi un peu, tu vois. Mais vraiment, c'est des trucs. Elle m'a toujours tout laissé gérer. Elle savait qu'elle y connaissait rien. Mon père était pas forcément. Il regardait pas forcément ce que je faisais, donc voilà. Et en fait, pendant toute mon année où je préparais mes concours d'école de commerce, c'est une année où mes parents se sont séparés et où on s'est retrouvés seuls avec ma mère. Et j'ai 3 petits frères et sœurs qui étaient plus petits et qui étaient encore à l'école à ce moment-là. Donc du coup, je me rappelle que j'avais ma professeure principale de l'époque, et je lui disais souvent, je sais pas comment je vais faire en fait. Là, je suis dans le process, voilà, mais je sais pas comment je vais faire. Est-ce que vous êtes sûr que je vais réussir à avoir un crédit ? Quand on prépare des écoles de commerce, il y a un moment où on fait le tour de France, en fait. Donc ça veut dire qu'on va dans des écoles à Dijon, à Grenoble, à Paris, parce que moi j'habitais à Lyon. Voilà. Tu veux dire pour faire les concours, pour faire les oraux des concours. Donc potentiellement, tu allais aller vivre ailleurs qu'à Lyon, quoi. Alors potentiellement, j'allais vivre ailleurs qu'à Lyon, mais c'était même pas ça. C'était potentiellement... Enfin, il me fallait déjà de l'argent pour prendre le train, pour aller dans ces villes-là, et puis aller à l'hôtel, etc. Et je me rappelle, je disais souvent à ma prof, madame, vous êtes sûre qu'il va... Enfin, je sais pas vraiment comment je vais faire, là. Et ça a été quelqu'un vraiment d'incroyable, qui m'a beaucoup aidé, beaucoup sécurisé, qui m'a fait faire des
des trucs où j'ai pu avoir des bourses et donc financer ce genre de choses pour me sécuriser, pour me sécuriser. Elle t'a aiguillé, c'est ça, sur les Ouais. bourses, etc. Enfin, Elle m'a aiguillée, j'ai eu des bourses au mérite, ce genre de choses. Donc en fait, j'ai pu être beaucoup plus sereine par rapport à ça. Ouais. Bah merci, madame, alors, hein, qui t'a filé ce coup de main, parce que C'est clair. souvent on dit les profs ceci, les profs cela, hein, tu vois. Mais il y a des personnes il y a des profs comme Il y a ça des profs qui qui te marquent, changent la vie, qui te changent quoi. la vie Ouais. et heureusement qu'elle m'a C'est aidée, incroyable. qu'elle m'a apaisée en tout cas. En fait, elle me disait ce sera pas un sujet, c'est sûr que tu vas trouver. Et effectivement, je le savais pas encore, mais quand tu fais une grande école de commerce qui fait partie du top 5, en général, les banques ont pas trop de mal à te financer, effectivement. Oui, a priori, ils vont se dire, bon, alors elle va sortir, Ouais, ça va être une bonne cliente. La preuve. Ouais. T'as investi, t'as acheté des apparts et tout. Et donc sur les apparts, effectivement, je me suis toujours dit, tu vois, voilà, faut sécuriser. Je suis plutôt averse au risque, quoi. Tu vois, je me suis toujours définie comme ça. Oui. Mais j'ai quand même investi. Et pour moi, je faisais vraiment déjà un pas de ouf, tu vois, en faisant ça. Même si le risque, il était très clairement maîtrisé, qu'il y avait une dizaine de tableaux Excel derrière, qu'on avait bien négocié le truc, bien. Enfin voilà, globalement, aujourd'hui, le risque, il était quand même maîtrisé. En tout cas, on va pas dire limité, mais il était maîtrisé. Et en fait, je crois que c'est. Je sais plus si c'est une réflexion qui m'est venue en écoutant un de tes podcasts, peut-être. Mais je me suis dit. Du coup, vu que voilà, j'ai 3 apparts, je me suis dit, voilà, je suis plus quelqu'un d'averse au risque, en fait. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'en fait, mais tout ça, je le fais toujours pour me sécuriser. Donc, est-ce que au final, je suis quelqu'un qui accepte, qui a plus de facilité à accepter le risque? Dans une certaine mesure, j'ai peut-être fait du chemin, mais il en reste quand même, je pense. Tu vois d'où ça devient? Oui. Oui, parce que j'ai... tu vois, je me suis dit, c'est parce que le discours ambiant, ça a toujours été on manque, on n'a pas, il faut faire attention. Et jusqu'aujourd'hui, je me dis encore, il faut faire très attention pour sécuriser la suite. Mais en fait, je me dis que, oui, on va entendre beaucoup sécuriser, je fais même pas exprès. Mais en fait, je me dis que y a des personnes qui ont eu moins que ça et ça n'a pas résonné pareil en eux, en fait. Oui, mais... Ouais. Je pensais qu'il y avait un lien de cause à effet, quoi. Ah oui. Mais non, parce en que... fait, non, je suis une personne... déjà, je crois que le fait que tu aies une position d'aîné, ça te met en situation de responsabilité, peut-être. Vous ne voyez pas, mais Charlotte a fait des grands yeux. Ouais. Ça te met dans une position de responsabilité. J'ai l'impression que tu as entendu et t'es témoin de beaucoup de choses, de beaucoup d'histoires, de beaucoup de peurs finalement que tes parents ont pu te refiler, encore une fois, j'imagine inconsciemment, dont tu n'aurais pas dû être destinataire, quoi, tu vois. Et en fait, globalement, ça dépend vraiment de la façon dont les parents de ces gens-là, qui sont peut-être plus sécurisés aujourd'hui, ont vécu eux-mêmes le manque. J'avais interviewé, certes, Mathurin, peut-être que tu as écouté cet épisode, qui est humoriste aujourd'hui, qui racontait qu'en fait ses parents sont haïtiens, ils ont grandi dans vraiment pas grand-chose et tout. Et son daron, je crois, qui dit non mais nous on est riches de la vie en fait, on est riches de plein de choses. Tu vois, ils ne viennent jamais, ses parents n'ont jamais mis quoi que ce soit en rapport avec l'argent, en tout cas une forme de manque, quoi. Donc c'est sûr que ça te change instantanément ton rapport au risque, au manque, etc., quoi. Ouais, c'est clair. et mon rôle d'aîné, il est très, très marqué, très important pour moi. Encore aujourd'hui, bien sûr. Ça fait très, très bizarre à tout le monde, mais alors moi, ça me faisait pas bizarre jusqu'à ce qu'on me le dise, mais des fois, quand je parle avec ma mère, je dis les enfants, en parlant de mes frères et sœurs. Ils ont quel âge ? Donc moi, j'ai 29 ans. Derrière moi, il y a, que je me trompe pas, donc 20... déjà ? Ouais, 25. 25, 22 et 18. Ils sont grands. Oui, ils sont grands. Ah. Oui. Ils sont dans des parcours où ça va aller aussi pour eux ou... Oui, ça va mieux. Ouais. Oui, non, ça va. Ils sont tous... ils vont se débrouiller chacun à leur façon, mais ouais. Donc, personne n'est en difficulté. Ton objectif, quand tu racontais que tu voulais faire
En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je me demande un petit peu la petite Charlotte, à partir de quel moment elle se dit, pour moi, c'est important d'aller faire école de commerce, nani nana, tu vois. Parce que par exemple, moi, je crois que à 14 ans, j'avais envie de faire une école de commerce parce que je crois que j'avais compris ce truc. Et mes parents m'ont dit, bah non, ça coûte trop cher. Donc c'était cuit, en fait, tu vois. Et à partir de ce parce moment-là... que t'as demandé à tes parents. Moi, ça m'est même pas venu à l'idée. Ouais, tu vois. Mais j'aimerais bien comprendre comment ça s'est passé pour toi. C'est une bonne question, mais alors là, directement, j'ai pas la réponse. Je vais réfléchir. Je pense pas que ça m'est pas venu très tôt, même si j'avais un peu cette image de moi quand j'étais plus petite. Quand on commence à se projeter dans le monde professionnel, j'avais un peu cette image de moi en tailleur à la défense qui marche avec des talons, alors que je déteste mettre des talons, mais bon. Au final. T'as des baskets aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Comme souvent, comme très très souvent. Et non, quand est-ce que je me suis dit que j'allais faire une école de commerce? Je me suis beaucoup posé la question, mais pas si toi c'est la même chose, mais les personnes qui font une école de commerce, soit c'est parce qu'ils savent vraiment ce qu'ils veulent faire et que c'est lié, soit c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire, mais qu'au moins ils se disent qu'ils ont un bac+5 et que c'est sûr que c'est bien reconnu sur le marché du travail. Moi, c'était plus ça, je savais pas vraiment... Je savais pas réellement ce que j'allais faire. Oui, mais tu comprends que venant de daron, enfin je sais pas ce que faisait ta mère, ou ce que fait ta mère, mais... Elle était mère au foyer. Bah voilà, donc avec des darons mère au foyer et ton père dans le bâtiment, ils t'ont jamais expliqué ça. D'où ça t'est venu? Ah oui, bah je me suis renseignée. Ok. Ah non, je suis très autodidacte. Non, très autonome. En tout cas, très autonome depuis. Mais ça, c'est moi, ma personnalité, et en plus depuis que je suis petite. Oui, ok. Donc non, je me suis beaucoup renseignée. Je prenais des rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Je me renseignais beaucoup. J'ai fait toutes les recherches qu'il fallait. Donc non, ouais, c'est venu de moi. Et puis je me suis pas. Comme tu dis, une école de commerce, c'est cher. Donc effectivement, c'est un peu étonnant que ça me soit venu. J'aurais pu me dire, bah voilà, je vais à la fac, je vais faire un bac+5. Par contre, j'avais l'impression que j'avais bien conscience qu'en fait, et c'est la réalité aujourd'hui sur le marché du travail, encore dans beaucoup d'entreprises, il y a des grilles salariales. Tu viens de la fac, t'es pas payé de la même façon que si tu viens d'une école de commerce. Et dans une logique de sécuriser un certain revenu, je me suis dit, bah en fait, tu mets beaucoup plus toutes les chances de ton côté si tu fais une école de commerce. Et je savais déjà, enfin, je veux dire, ça m'est jamais venu à l'idée que mes parents me la payent. Je savais déjà que j'allais devoir me la payer moi-même, faire un crédit si j'avais pas l'argent. Je travaille depuis que j'ai pu travailler, depuis que j'ai 15 ans, 16 ans. Et en fait, d'ailleurs, c'est juste avant mes 16 ans où je voulais faire dans mon lycée, il y avait un voyage scolaire qui était organisé au Mexique. Au lycée ou au collège? Collège à l'époque, je sais plus. Il y avait un voyage qui était organisé au Mexique et c'était quelque chose comme 1 000 €, je crois. Donc, ce qui est pas cher pour un voyage au Mexique, t'offrais payer pendant 2 semaines. Mais voilà, il faut quand même les sortir. Et je me rappelle que j'ai beaucoup réfléchi et je me suis demandé, est-ce que je demande à mes parents, en fait, enfin, bon, j'avais pas d'argent à l'époque, voilà, j'avais 15 ans, j'avais pas d'argent encore. Mais je me suis dit, est-ce que j'ose demander, en fait? Est-ce que j'ose demander, sachant que je sais que des fois c'est compliqué, que voilà, qu'on est 4 à la maison, et est-ce que j'ose demander ce petit plaisir égoïste qui est de partir en voyage scolaire au Mexique? Je l'ai fait. Je l'ai demandé et mon père m'a dit... alors, je sais plus si mon père m'a dit ça ou bien si c'est moi qui lui ai amené l'idée en lui disant tu payes une partie et moi je paye une partie. Et donc, j'ai commencé à travailler, j'ai pu payer peut-être, je sais pas, 30-40% de la somme, mais voilà. Ok. Autonomie, donc. Autonomie, toujours. Autonomie et puis indépendance aussi, parce que fille d'une maman de 4 enfants qui s'est retrouvée toute seule, qui a été mère au foyer toute sa vie et qui s'est retrouvée sans le sou. Enfin, on est en France, donc non. Mais quand même dans une réalité différente. Donc, ouais, autonomie. Par rapport au conjoint aussi. Quoi? Par rapport aux autonomie, par rapport à ton chéri actuel, c'est ça? Ouais. C'est important? Femme indépendante? Ouais, c'est important. Non, mais tu dis ça en haussant les épaules, un peu en t'excusant. Non, pas en m'excusant, mais ouais, c'est logique. Enfin, c'est plus dans ce sens-là. Pour moi, c'est logique.
pour moi, c'est Ok. un no-brainer, quoi. Ok. Vraiment. Et comment ça se passe dans ton couple alors? Bon, c'est pas un épisode d'histoire de couple, hein, mais en tout Ouais. cas pour toi, ça Bah, a créé des tensions au sein du couple. Vous êtes ensemble depuis longtemps? depuis 2 ans et demi à peu près. Ok. Mais on habite ensemble, on a une société ensemble, donc t'as l'air étonné Oui, oui, quand même. vous avez des projets, quoi. Donc on a des projets, ouais, quand même. Et c'est pas c'est pas mon besoin d'indépendance, c'est plus ma peur de manquer, je pense, qui des fois m'amène à des. Tu vois, j'ai souvent le réflexe où j'ai pas envie de me sentir lésée, par exemple, sur des répartitions, ce genre de choses et tout, et ce qu'il comprend pas forcément parce que c'est quelqu'un de très généreux. Et moi, j'ai toujours cette peur de me sentir lésée. Et voilà. Oui, tu veux dire que toi, tu as tendance à retenir un petit peu l'argent alors que lui a tendance à donner, c'est ça? Donc, Non, il c'est peut y pas avoir... forcément ce que je veux dire. C'est plus, tu vois, dans la répartition, par exemple, des charges, je dis tout de suite, j'ai dit bon bah combien tu gagnes, parce que si tu gagnes plus que moi, ou bien si je gagne plus que toi d'ailleurs, il faut pas que quelqu'un se sente lésé, tu vois, Ok. que chacun qu'on puisse tous les deux continuer à être autonomes, à mettre notre argent de côté et tout ça, à faire nos projets potentiellement chacun de notre côté aussi, mais si on a aussi des projets ensemble, voilà, c'est Ok. plus dans ce sens-là. Dites donc. Bon courage, je te donne tout ça et puis tu fais ce que tu veux. T'en fais ce que tu veux. Mais non, mais j'aimerais bien déjà qu'on parle de ta projection sur l'argent, et je vais te poser les 2 premières questions. C'est en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça t'évoque? J'ai réfléchi, hein, je l'ai fait 40 fois le podcast là déjà dans ma tête. Ce que ça m'évoque aujourd'hui, c'est la liberté. Ok. Mais opposé à la contrainte, tu vois. Aujourd'hui, je cherche de l'argent parce que je cherche plus de liberté, mais aussi d'apaisement. Il peut y avoir les deux. Les deux arrivent à être ensemble? Je sais pas. Bah, pour moi, c'est un peu antinomique. C'est-à-dire que tu as la liberté d'un côté et souvent l'apaisement, et donc j'imagine la sécurité. Ouais. C'est un peu à l'opposé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de... Tu vois? Ah, mais parce qu'en fait, ouais, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, quand t'as dit argent, moi j'ai compris avoir de l'argent. Ok. Avoir beaucoup d'argent ou avoir suffisamment d'argent. Et c'est pour ça que je dis apaisement, en fait. Ok. Je C'est pense. quoi avoir beaucoup d'argent? T'en as parlé dans ton mail. Tu sais pas. T'es Je incapable. sais pas. Je sais pas parce que. Donc, ouais, je sais pas. Non, mais parce que j'allais partir trop loin, je pense. Mais non. Quoi? Non, mais parce que. Donc, aujourd'hui, je travaille. Je suis en CDI dans une entreprise depuis 5 ans. Et j'ai mes projets, effectivement, immobiliers qui prennent de plus en plus de place, de plus en plus de temps. Dans une grande entreprise, on peut le dire. Je travaille dans une très grande entreprise. Tu gagnes beaucoup d'argent. C'est quoi beaucoup d'argent? Bah, je sais pas, dis-moi. Je gagne 3 000 € par mois. Ok. Net dans ma poche après avoir payé les charges et les impôts. Ok. 29 piges, c'est pas mal. Ouais, ça me fait faire partie des 10%, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas l'impression. Parce que j'ai l'impression, je me faisais cette réflexion là en venant, je sais pas ce que ça fait de gagner 3 000 € par mois parce que j'ai jamais vécu en consommant 3 000 € par mois. C'est-à-dire? Je mets toujours beaucoup de côté. Tu mets combien de côté? Là, en gagnant 3 000 € par mois, je peux mettre 2 000 € de côté. Pardon, 1 000 € de côté, excuse-moi. Okay. Je consommais 2 000 € et mettre 1 000 € de côté. Et je me suis aussi posé la question, est-ce que c'est pas ce truc de loyauté, où mon plafond, tu vois, c'est l'argent de ce que je savais, de ce que mon père gagnait. Tu vois, j'ai pas mal écouté, donc j'ai pas mal cogité. J'ai déjà fait du taf. Donc je me suis dit... Vraiment, les gens, ils viennent, déjà, ils ont plein de clés. Je suis là, bon, très bien, j'ai fait mon taf. Allez, hop. Tu vois, quand je dis que tu m'as aidé. Donc je me demande s'il n'y a pas ça aussi. Je me dis, 3 000 €, c'est trop, en fait. Qu'est-ce que t'en ferais Ouais. Qu'est-ce que t'en ferais? Je sais ce que j'en ferais en réalité. Enfin, je me poserais moins de questions. Aujourd'hui, je me pose quand même des questions quand... je me pose encore des questions quand je vais faire des courses ou ce genre de choses. Et d'ailleurs, des fois, je me dis, ça peut paraître assez indécent, tu vois, notamment vis-à-vis de ma mère, par exemple, qui gagne un SMIC.
où je dis non mais t'as vu le prix des œufs, franchement. Tu te dis ça à ta mère? Ouais. Bah oui. Parce que C'est marrant. parce que je regarde les prix quand j'achète et les œufs ils sont grave augmentés et j'ai ce réflexe, même si je peux me payer une plaquette d'œufs, mais j'ai ce réflexe de me dire ouais, même plusieurs. Mais et c'est vrai que des fois ma mère elle me dit bah c'est bon quand même, tu peux bien te payer des œufs, t'es pas à plaindre. Oui effectivement je sais, mais Ok. bon j'ai quand même c'est encore ces réflexes là quoi. Ok. Et ça te plombe un peu au quotidien? T'aimerais bien t'en débarrasser? Bah oui, sinon je serais pas là je pense. Qu'est-ce qui t'en empêche? Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un truc de courage en fait. Parce que donc j'étais en train de dire que voilà aujourd'hui j'ai mes activités immobilières qui me prennent de plus en plus de temps parce que j'ai ces apparts à gérer, mais encore ça va, ça reste du on top et voilà. Mais j'ai lancé une société avec mon conjoint effectivement où on est un peu sur le modèle d'une conciergerie, voilà, on gère des appartements sur Airbnb, Booking, en location courte durée, etc. Ok. Aujourd'hui, ça prend quand même de la place. Moi, ça m'intéresse. Enfin, j'aime vraiment ce qu'on fait. Et donc, ça pourrait paraître assez logique de se dire, parce qu'en plus, là, on a beaucoup de... Enfin, l'activité se développe, quoi. Ouais. Ça pourrait paraître assez logique de se dire, bon, bah voilà, tu quittes ton CDI et puis tu vas travailler dans ta boîte, quoi. Et je suis pas obligée, effectivement. Je suis pas obligée. Qu'est-ce qui t'obligerait? Non, je suis pas obligée, mais j'en ai envie. Ok. J'en ai envie parce que voilà, ça fait 5 ans que je fais ce taf-là. J'ai l'impression que j'apprends plus grand-chose. Et puis voilà, et en fait, tu vois, je suis aussi rentrée dans un quotidien où, du coup, dans la journée, je jongle entre les deux et j'ai plus envie de faire mon taf CDI, tu vois. Et j'ai plus envie de me concentrer sur l'évolution et la croissance de la société, quoi. Ok. Mais alors, donc c'est que j'en ai envie. Bah, c'est une vraie question, hein. C'est-à-dire que moi, je questionne vraiment en fait la sublimation et tout le tralala qu'on fait autour de l'entrepreneuriat, etc., etc. C'est trop bien, bien sûr. En fait, on vit dans une société aujourd'hui où il y a de plus en plus de gens qui créent leur business, etc. Ouais. Mais en fait, je crois vraiment que tout le monde, fondamentalement, n'est pas fait pour ça, tu vois. Et moi, je crois que c'est important de questionner ton besoin de sécurité. Et en vrai, est-ce qu'il n'y a pas aussi un monde où ça pourrait être intéressant de réfléchir à peut-être changer de job, tu vois, d'avoir un autre CDI et d'être capable aussi de sécuriser ta sécurité. Et je te dis pas que c'est ça qu'il faut faire, hein, tu vois, je te dis juste, j'entends quand tu me parles sans arrêt de sécurité, etc. Alors soit tu arrives à, on va dire, dégonfler ce besoin de sécurité et de retrouver une forme de liberté par rapport à ce que tu as envie de faire, etc. Bah, c'est aussi très très possible, mais il y a aussi une autre possibilité qui pourrait être de réfléchir à peut-être quitter ce job dans lequel tu es depuis 5 ans, et puis fondamentalement, si tu n'avais pas ce business, peut-être qu'en vrai, tu aurais réfléchi à quitter ce CDI, quoi, tu vois. Ça, je pense. Mais comment je fais pour vraiment que ma société elle se développe si j'ai un CDI à côté? Ah mais je sais pas. C'est plus... T'embauches des gens, par exemple, tu vois. Ouais, mais c'est là où tu t'en arrives à te poser la question, est-ce que effectivement c'est vraiment ce dont tu as envie, c'est ce à quoi tu as envie de passer ton temps, tu vois. Effectivement. Et question légitime, je suis assez d'accord. Je trouve ça un peu relou, effectivement, cette sublimation, comme tu dis, relou dans le sens, c'est lourd. Franchement, moi, en tout cas, dans les contenus que je consomme, que je vois, par rapport, voilà, en plus dans l'immobilier, devenir rentier, tout ça, c'est lourd comme discours, effectivement, et c'est très... et je suis persuadée que ça correspond pas à tout le monde. Après, ma sécurité, je me dis, en réalité, je suis consultante. Donc, en réalité, je donne déjà des cours à côté. Je sais que j'ai été contactée, tu vois, sur Malte pour faire une mission d'une demi-journée parce que je mets mon profil comme ça de temps en temps. Donc, en fait, Malte, c'est une plateforme qui permet de pouvoir avoir des jobs freelance, quoi. C'est ça. Donc, je me dis, ma sécurité, je peux aussi la trouver dans le fait de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier et puis aller chercher un peu des missions en freelance, si je le souhaite ou pas. Parce que, il est où ton besoin de sécurité? En fait, tu aurais besoin de
de gagner combien pour te sentir sécure? Tu sais pas? Non, mais en fait, le truc, c'est que... Puis tu sais très bien que globalement, ta sécurité, elle va pas venir en rapport avec l'argent. C'est ta sécurité ça, en intérieure fait. qu'il faut que tu Mais c'est taffes. pour ça que je peux te dire 3 000, 5 000, enfin, ou bien 1000. Mais vu que j'habite à Paris, non. Mais En banlieue parisienne. si tu te lances, tu auras peut-être des mois à 1000. Oui, je Tu auras sais. peut-être plusieurs mois à 1000 et puis d'autres Oui. mois à 5000. Oui. Et ça, les mois à 1000, il faut réussir à les gérer, quoi, tu vois. Ouais. Je sais que, bon, voilà, je peux avoir un peu de chômage, tu vois, donc je me dis que ça peut faire partie des éléments sécurisants On aussi. vit dans un beau pays. Et puis après, j'ai aussi de l'immobilier, du coup, qui me rapporte quelque chose qui, effectivement, peut s'arrêter, hein, on ne sait jamais, mais qui me rapporte quand même un petit peu d'argent et qui peut aussi me sécuriser dans le mille. Jouer. Mais c'est une bonne question. Questionner son besoin, effectivement. Parce que, mais tu vois, c'est là où je parle. En fait, la question initiale, c'était, je parlais de courage. Voilà, parce que je disais, qu'est-ce qui me manque au final pour faire le pas? Il me manque pas des compétences. Non, je crois pas. Il me manque pas. Il me manque que du courage en fait. Et j'ai toujours été quelqu'un de très admirative des artistes ou bien des entrepreneurs. Des personnes qui très vite se sont dit ah bah non, moi je veux pas d'un job salarié et je me fais confiance en fait sur ma capacité aussi, parce que je pense qu'il y a aussi un peu de ça, tu vois. Je me fais confiance sur ma capacité à générer, voilà. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et dans ma tête, je me disais mais comment? Enfin, c'est... Mais t'as envie de le faire, ça? Ou alors tu dis c'est pour les autres? Non, je pense que j'en ai... Ouais, je pense que j'en ai envie. Je pense que j'en ai envie parce que, tu vois, on en revient au sujet de liberté. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser mon temps différemment. Je le passe beaucoup, dans mon travail CDI, forcément, c'est ce qu'on me demande. Mais je suis quelqu'un de très, très, très proche de ma famille et j'aimerais avoir beaucoup plus de temps à passer avec eux. J'ai grandi quand j'étais petite avec ma grand-mère qui était très impliquée dans le monde associatif et c'est quelque chose qui, je trouve, manque à ma vie aujourd'hui. Alors voilà, c'est toujours une question de priorité, hein, comment on alloue son temps, bien sûr, mais je me dis que là, aujourd'hui, j'ai envie... Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas si ce sera toujours le cas, en fait. Je me dis que là, à ce moment de ma vie, j'ai envie de pouvoir allouer mon temps de façon différente, mais ça veut pas forcément dire que je vais rester entrepreneur toute ma vie, en fait. Ok. Et c'est ok, parce que dans tous les cas, je pourrais toujours retrouver un travail, Bah oui. C'est ce que je me dis. Qu'est-ce qui t'empêche alors? À part le courage. Parce que le courage... Ouais, en c'est vrai, quoi? En qu'est-ce plus, que ça nécessite? C'est quoi? C'est juste sauter dans le vide, quoi. Ouais. Et puis en plus, t'as un élastique. Hein. Laisse-moi te dire que, comme tu dis, alors c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail. Ah bon? Ah ok. Enfin, t'as des allocs, quoi. Ouais. Je me dis... Ouais, je sais pas. Est-ce que je me dis que j'ai assez pour moi, mais si jamais il y a une galère dans ma famille, je pourrais pas forcément parce que j'aurais pas assez, tu vois, je sais pas. Ok, donc, mais ça, c'est leur histoire à eux. Ouais. C'est pas la tienne. Non. Donc, t'as l'impression que tu vas devoir gérer pour tout le monde, c'est ça qu'il va falloir? Tu ramènes de l'argent pour toute la famille. Bah écoute, déjà, depuis très jeune, je sais que ma mère, en ayant été femme au foyer, elle n'aura quasiment pas de retraite. Aujourd'hui, elle travaille, mais elle aura travaillé 15 ans au max, grand max, grand max. Et elle dit souvent, en plus, moi, de toute façon, j'aurai pas de retraite, de toute façon, je sais très bien que j'aurai rien. Voilà, quoi. Ok. Donc, effectivement, c'est drôle parce qu'on est 4 dans la famille et tout le monde n'a pas forcément cette vision-là, mais comme tu dis, je suis l'aînée et moi, je me dis qu'effectivement, si jamais il y a besoin, il faut que je puisse subvenir aux besoins de ma mère, quoi, dans le futur. Ok.
Ouais, c'est pas. Je vois à ta tête que c'est pas obligé. Bah, C'est effectivement pas obligé, mais. en fait, pour moi, c'est pas question d'être obligé ou pas, c'est plutôt question de questionner pourquoi tu te sens pas libre de réfléchir à, et pourquoi ça vient pas du cœur plutôt que d'un truc que tu te sens obligé de faire, quoi. Et je sais qu'il y a plein de gens qui m'écrivent souvent en me disant, c'est pas normal que tu dises ça, on doit bien ça à nos parents, etc. En fait, désolé, moi je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, venir aider ses parents à un moment donné, ça doit aussi pouvoir venir du cœur et pas juste d'un truc parce que c'est comme ça, quoi. Pourquoi c'est comme ça? D'où ça sort que c'est comme ça? Moi, en plus de mes frères et sœurs, j'ai ce truc où j'ai beaucoup été la confidente de ma mère et où j'ai beaucoup eu à. Tu vois, je me dis, c'est elle qui pleure et moi, il faut pas que je pleure, quoi. Bah, super. Non, mais c'est. Enfin, c'est vrai que je me rends compte en parlant avec des gens, mais je dis et je peux dire, j'ai souvent vu ma mère pleurer. Tu vois, je l'ai beaucoup plus que d'autres enfants, j'ai l'impression, quoi. Et quand mes parents se sont séparés, c'était très très compliqué parce que ma mère s'en voulait beaucoup, en fait, vu qu'elle était à l'initiative de la rupture et tout ça. Et vraiment, c'était la ramasser à la petite cuillère, quoi. Tous les jours, elle pleurait, elle était dans une phase de déprime très intense, voire de dépression, je sais pas, mais c'est quand je dis la remonter à la petite cuillère, c'était essayer de faire tout le travail pour lui redonner un minimum confiance en elle, pour qu'elle puisse aller voir une assistante sociale, avoir un travail. Enfin, je veux dire, c'était. Tu te rends bien compte que c'est pas ton rôle en tant qu'enfant? Ouais, mais qui le fait si je le fais pas? Enfin, ma réalité, c'était ça, tu vois. À ce moment-là, ma réalité, c'était ça. Ouais, je comprends. Mais aujourd'hui, ça c'est a changé, ouais. C'est ce que tu as été, enfin, c'est ce que tu as pu faire pour elle à ce moment-là. Mais et mon père aussi, hein. Franchement, mon père aussi. L'histoire, c'est que quand j'ai commencé cette école de commerce, juste avant, bah oui, c'est ça, c'est le moment où mes parents se sont séparés. Donc juste avant, mon père, il était extrêmement en galère, donc je lui ai prêté de l'argent. Et au moment de payer les frais d'inscription pour mon école de commerce, je n'avais plus cet argent-là parce que mon père me l'avait pas rendu. Et même, tu vois, encore plus lever les yeux au ciel, quand mon père est parti de la maison et que il donnait la pension alimentaire du coup à ma mère, ça transitait par mon compte. Et des fois, il est arrivé quelques mois où mon père avait pas assez et où j'ai complété. Ok. Pour me dire, voilà, je sais qu'il y en a besoin, je sais que c'est pas censé être ma responsabilité, mais je l'ai toujours endossé, quoi. Ok. Ça fait beaucoup sur les épaules. Bah ouais, tu le sais. Enfin, je veux dire, ça m'étonne pas que ce podcast t'ait retourné. C'est que j'imagine qu'il t'a vraiment renvoyé une réalité et à des responsabilités que t'avais pas endossées, quoi. Tu vois. Et que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même en tant qu'adulte, tu vois, tu continues à avoir sur les épaules. Et je suis désolé pour toi parce que fondamentalement, t'aurais pas dû. C'est toi l'enfant, tu vois ce que je veux dire? Bah, tu vois, j'ai pas d'enfants, mais mon copain, il a des enfants. Et qui ont donc 7 et 9 ans. Et aujourd'hui, quand je vois la façon dont mes parents, ou principalement ma mère, me parlaient, et ce que je savais à cet âge-là, et quand je vois à quel point ils sont petits, je me dis, mais là où je me dis, c'est pas normal. Enfin, ouais. Mais c'est pas ton histoire. Celle de mes parents? Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, j'ai un peu l'impression que tu as des loyautés qui sont un peu mal placées, quoi, tu vois. C'est que ça n'est pas ton histoire. Tu peux élaborer. Ou pas, si tu veux pas. Non, en fait, c'est juste pour te dire que, en fait, j'ai l'impression aujourd'hui que t'es aussi en train de te sécuriser, et que ce besoin de sécurité, il vient beaucoup de tes parents. Et que globalement, ce que tu t'empêches de faire, c'est-à-dire peut-être quitter ce CDI, tu vois, tu le fais aussi parce que tu te dis, au cas où mes parents, j'ai besoin de pouvoir machin, mais globalement, c'est ta vie. Hein. Et qu'est-ce qui se passerait si tu n'avais pas d'argent à donner à tes parents, s'ils en ont besoin? Eh ben, ils en trouveront ailleurs. Ils trouveront une autre façon de faire. Et en fait, il y aura une autre histoire qui se créera. Peut-être que ça va retomber sur mes frères et sœurs. Ça, je veux pas. Ou pas.
Parce que peut-être que tes frères et sœurs, ils seront pas aussi couillons que toi. Et peut-être qu'ils auront pas... Ça, c'est possible. Ils auront pas ce truc de l'aîné. Ça, c'est fort possible. Et qui diront, non, mais c'est pas mon histoire, moi. Ça dégage, pardon. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas donné cet argent à ton père? Ton père aurait trouvé d'autres façons de le faire. D'autres façons d'aller chercher cet argent. Mais c'est pas ton histoire. Ouais, c'est vrai. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut pas aider ses parents, tu vois. Ouais. Mais c'est juste d'où ça vient. Est-ce que ça vient à un moment donné Est-ce que ça vient où tu te sens à un moment donné cette responsabilité-là? Mais c'est pas la tienne, quoi, en tant qu'enfant. Et si ça vient du cœur, c'est ok pour moi. C'est toujours là. Dès que tu te sens obligé, il faut vraiment questionner le pourquoi je le fais, quoi. Enfin, je trouve. Et pourquoi tu le fais? Ouais, je comprends. Tes parents, ils t'ont mis au monde. T'as rien demandé. Voilà. T'as rien demandé. Tu n'y es pour rien. Et après, c'est ta vie. Et tu vois, je pense qu'il y a, ça va peut-être pas être un scoop à ce moment-là, mais il y a beaucoup de mes choix, notamment mes choix d'études, etc., qui ont été dictés par ça, tu vois, par le fait de... par ce besoin de sécuriser, non pas que moi, mais la famille. Ouais. C'est clair. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai été très admirative de ma petite sœur celle qui est juste après moi, qui a commencé des études, donc plutôt classique, en BTS, et qui, au bout de 1 an et demi, a voulu les arrêter pour faire complètement autre chose. Et je me suis dit, elle a du courage. Elle sait bien parce qu'elle se sent pas pour partir dans autre chose qui potentiellement était peut-être un peu moins rémunérateur au début, voilà. Et c'est toi qui as pris le rôle de la meuf qui va tout gérer, donc t'inquiète qu'elle est là. Il n'y a pas de problème, c'est Charlotte qui gère. Ouais, il y a peut-être ça effectivement, et peut-être que du coup ça leur a permis de faire ça, parce que quand elle a fait ses études-là, elle est venue habiter chez moi justement. Ah bah oui. C'était un plaisir de l'accueillir. Hein. Oui. C'est fait avec le cœur. Mais pas de problème. Ouais. J'aimerais qu'on parle aussi de pourquoi tu as voulu faire ces études pour sortir de cette condition sociale. Ouais. À quel point l'argent t'a fait sortir de cette condition sociale? À quel point l'argent, je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Rudy. Ça me dit rien. Ok. Donc Rudy qui est d'origine Rudy je crois que il est d'origine guadeloupéenne, peut-être que je me trompe, martiniquaise, je crois qu'il vient des dom-tom. Je prends plein de pincettes. Et qui m'a expliqué qui a monté une boîte avec plein d'argent, etc. Et en fait, à la fin, enfin, du podcast, il me dit, je croyais que l'argent allait m'empêcher de vivre le racisme. Ah ouais? Ouais. Je lui demande, ça a fonctionné? Il me dit, bah non. Ah ouais, non, j'aurais pas vu, j'ai pas pensé à ça. Ok. J'ai pas pensé à ça. T'as quand même la phrase de ton père, là. Oui, il faut travailler plus dur que les autres. Parce que t'es noir. Oui, j'ai pas l'impression dans ma vie d'avoir vécu vraiment de façon très frontale le racisme, comme je pense que c'est plus le cas pour les hommes, en fait. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Ah ouais? Ouais, je pense qu'on est une femme avant d'être un homme, avant d'être noir, enfin, tu vois. Ah, tu veux dire que t'as d'abord vécu le sexisme? Oui. T'as quand même une couche de racisme en plus. Allez, ça arrive. C'est cadeau, c'est pour vous. Ça arrive, mais pour le coup, non. Pourquoi vouloir sortir de ça? Mais parce qu'en fait, je voyais bien que... Enfin, tu t'en rends compte très tôt, en fait, que t'as pas la même réalité que les autres, que t'habites pas... moi, j'habitais dans une petite ville. J'habitais entre deux villes, on va dire. Entre deux villes, et j'allais à l'école plutôt du côté des riches. Heureusement pour moi, je pense. Et je voyais très bien que quand j'allais chez mes copines, elles habitaient dans une résidence avec une piscine, qu'elles partaient tout le temps, elles partaient souvent en vacances, alors que moi, les vacances, et j'en étais déjà extrêmement contente, j'allais chez mes grands-parents et c'était très bien, que ça m'arrivait de temps en temps de partir en vacances avec ma famille, mais voilà, on était 4, donc tout de suite c'est une autre dimension, que tout le monde était déjà allé à Disney, alors que moi j'étais jamais allée à Disney. Normal, j'habite pas à Paris, enfin, et moi très vite quand les gens me disaient ah, t'es jamais allé à Disney, et je me disais mais attends, mais ils comprennent pas qu'il faut payer 6 billets, on est 6, qu'il faut des billets de train, des billets d'hôtel, enfin forcément c'est pas
Ça, c'est pas, enfin, ça fait pas partie des choses qui sont possibles pour moi, Ouais. quoi. Et je me suis rendu compte, du coup, je me rendais compte que mon champ des possibles, il était quand même limité en termes expérientiels. Et très vite, j'ai voulu voyager, notamment. Voilà, j'avais jamais voyagé, j'étais jamais sortie de France avec mes parents, voilà. Et j'avais vraiment cette soif de voyager, ce que j'ai beaucoup fait, quand même. Franchement, je l'ai beaucoup fait. C'est un des, je veux dire, j'ai dans mes premiers salaires, même avant, quand j'ai commencé à travailler, dès que j'ai commencé à travailler, ouais, j'ai beaucoup voyagé et ça, c'est top. Et ma mère, elle avait déjà voyagé. Enfin, quand elle était petite, elle partait en van avec sa famille. Donc, elle était déjà allée dans les pays un peu limitrophes et tout ça, mais elle avait jamais pris l'avion. Et moi, je me suis dit, bah, tiens, un jour, je lui paierai un voyage et on prendra l'avion. Ce sera la première fois qu'elle prendra l'avion. Et j'ai fait la même chose avec mes frères et sœurs. Ah ouais. Ouais. Je suis cette personne, justement, qui peut élargir le champ des possibles pour tout le monde, en fait. Aujourd'hui, je suis contente que mon petit frère de 18 ans il puisse se dire acheter un appartement, c'est possible, quand mon père, il a raconté pendant toute sa vie que c'était impossible parce que ma mère, elle travaillait pas et que il voyait ses collègues devenir propriétaires, mais que lui, ça lui paraissait impossible. Ah non, aujourd'hui, je montre à mes frères et sœurs que c'est possible. Et ça, c'est une casquette enfin, c'est un truc que tu te rajoutes dans ton sac à dos ou c'est une responsabilité en plus ou... Pour le coup, c'est pas... C'est un truc positif, je veux dire, ou Ouais. c'est une charge non, en plus truc, que tu as la sensation de... Non, pas du tout. Okay. C'est un truc très positif. Au contraire, j'ai envie d'être cette personne qui potentiellement peut leur ouvrir la voie et toutes les voies. Et d'ailleurs, j'ai toujours dit à mes frères et sœurs, ceux qui sont en dessous de moi, je leur ai toujours dit, vous faites ce que vous voulez, en fait. Comme travail, comme métier. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Écoutez-vous. Voilà. Vous inquiétez pas, j'assure le reste. Potentiellement. J'assure le reste. Bah, enfin, je veux dire, si jamais ils sont en galère, je sais que moi, je suis encore jusqu'à maintenant dans une situation où effectivement, je peux les aider. Donc eux, en fait, ils peuvent. C'est pas ma responsabilité. Pour tout le monde, quoi. C'est ça. Ok. Mais je veux aussi qu'ils deviennent. J'essaye aussi de leur inculquer des valeurs d'autonomie. Tu vois, je veux qu'ils soient très autonomes, en fait. Mais tu te rends compte que tu parles d'eux comme si c'était tes enfants, quoi. Ouais, je sais. J'ai 5 ans d'écart en plus seulement avec celle qui est derrière moi. Tu veux dire... J'ai 5 ans. Non, elle a 27, tu m'as dit. Non, elle a 25, j'ai dit. 24, okay. 24. Elle a 24. Ok. Donc on a 5 ans d'écart. Ensuite, 7 ans et puis 10 ans. Ok. Mais oui, je sais. Mais ça, c'est... je veux dire, c'est quand je parle avec les gens et qu'ils me le disent que je me rends compte. Moi, je me rends pas compte. Oui, mais tu te rends compte que tu te substitues à tes parents, là, quand tu fais ça. Ouais, je sais. Et que... Vous l'avez pas vu, là, mais c'est tout recroquevillé dans le canapé. Je l'ai perdu. Non, mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en plus, le pire, c'est que je le ressens comme ça, tu vois. Pourquoi tu te substitues à tes parents ? Pourquoi tu veux faire la... Parce qu'ils sont pas assez solides. Waouh. Parce que voilà, c'est ça. Mais non, enfin, d'où tu sors ça ? Tu te rends compte de ce que tu es en train de faire ? Franchement, et là, je te parle en tant que daron, hein. Si un jour j'entends mes filles me dire en fait t'es pas assez solide, mais parce ça que part j'ai en coup de pied sauté. Mais parce que j'ai passé beaucoup de temps à les ramasser en fait à la petite cuillère. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Parce que je sais qu'il y a des choses, enfin c'est dur, mais parce que justement. Mais ça n'est pas ta responsabilité, c'est ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. Ouais. C'est que ça n'est pas ta responsabilité, que tu l'as fait parce que je comprends qu'à ce moment-là tu t'es dit ok c'est le seul truc qu'il faut que je puisse faire à ce moment-là. J'imagine quand t'as 14 ans et tout, que tu vois ta mère qui est au fond du seau, tu te dis bon bah qu'est-ce que je peux faire pour elle, quoi. Mais ça, non seulement c'est pas ta responsabilité, mais en plus ça ne l'est plus. Tu peux te libérer de ça. Tu peux l'enlever de ton sac à dos. T'as un gros sac à dos avec plein de pierres, des gros pavés. Mais comment tu fais pour l'enlever ? Tu décides que ce n'est plus ton histoire. C'est ton histoire, c'est ton histoire. Ta vie, c'est ta vie. Ça n'est pas celle de tes parents, quoi.
tes parents, ils ont leur vie. Et c'est des grandes personnes, c'est des adultes qui sont capables de prendre soin d'elles et soin de tes frères et sœurs. Et en fait, quand tu te mets dans cette position-là, en plus, tu leur enlèves la possibilité de pouvoir être eux-mêmes responsables. Et je comprends pourquoi tu l'as fait à 14 ans. Mais quand t'es ton père, quand t'as 18 ans, que tu lui donnes de l'argent, t'es aussi en train de l'empêcher d'ouvrir une autre voie, qui est comment je fais pour me démerder. Et ça te donne en plus cette stature. Donc en plus, il y a un truc pour toi qui est, j'imagine, qui est cool, tu vois, à l'époque, qui est chouette de, trop bien, c'est à ça que je sers, je fais ça, etc. Mais sans doute à l'époque ça te sert, tu vois, mais aujourd'hui c'est plus ton rôle, je crois. En tout cas, si ça t'empêche de quitter ton CDI dans lequel tu t'emmerdes et que peut-être ça peut te permettre d'arrêter d'être la personne qui sécurise le reste de toute la famille, tu vois, qu'est-ce que ça te dit? Je pense que c'est vrai parce qu'en plus, c'était des périodes très compliquées, mais maintenant, mon père, il travaille, il a retrouvé une certaine stabilité. Ma mère, elle travaille aussi. Mes frères et sœurs, ils travaillent aussi. Juste que c'est ancré, quoi. Comme. Oui, mais qu'est-ce croyance. C'est pas que ça, je crois qu'il y a un vrai truc aussi où c'est fini par être. Ça fait c'est partie. Moi. Ouais. Merci, j'allais te dire, ça fait partie de ton identité. C'est vrai. Et si on enlève ça. Qu'est-ce que tu deviens? Ouais. De qui tu vas t'occuper, si ce n'est de toi? Incroyable! Qui t'aura d'autre à sécuriser que toi? Je peux trouver. Oui, je crois. Commence par te sécuriser toi, ou voire même d'arrêter de te sécuriser de ce fait-là et d'arrêter de vouloir sécuriser le reste du monde. Parce que peut-être que tout simplement, si tu arrêtes de vouloir sécuriser tout le reste du monde, tu pourras peut-être prendre des risques. Tu pourras peut-être lancer dans ton business. Non? Imagine, si. Ils n'ont plus besoin de toi. Ils n'ont plus besoin de toi. Désolé. J'ai vraiment l'impression de faire histoire de daronne, là, où je suis en train de parler à une daronne de 50 balais qui a des grands enfants et à qui je dis, ils peuvent se démerder sans toi. Ils peuvent se démerder sans toi. Ouais, mais je sais que... Qu'est-ce que ça te fait quand tu... T'es capable de le dire? Qu'ils peuvent se débrouiller sans moi? Oui. Ils peuvent se débrouiller sans moi. Parce que... Quand tu le dis, ça te fait quoi dans ton corps? Alors là, tout de suite, ça m'apaise. Mais effectivement, comme tu dis, c'est comme une maman qui a toujours peur, en fait, pour... Mais tu as 29 ans, désolé. Autour de soi. Tu n'es pas maman. Non. Peut-être que ça t'arrivera et à ce moment-là, tu auras un autre rôle à jouer, en fait. Oui. Mais pour l'instant, c'est pas ton rôle. Et puis, pour mes frères et sœurs, tu vois, plus ils avancent dans la vie, plus je vois que ils arrivent toujours justement à retomber sur leurs pattes et que, parce que tous, avons bien fait le travail. Dis-toi, je crois que ça peut être cool de te réfléchir à te dire, en fait, je suis inutile et c'est génial. Oh Là, par contre, ça me paraît compliqué à dire. Ah ouais, je sais. Mais je l'ai déjà amené de temps en temps dans des épisodes, mais en fait, là, tu es en train de jouer avec ta part d'ombre qui est ce besoin d'être utile et ce besoin de servir le reste du monde. Et ta part d'ombre, c'est d'être inutile, de servir à rien. Et c'est déjà pas mal. Ah, je sais. Bah oui. Je crois que pour toi, ça te fera beaucoup de bien. Je crois que j'en avais parlé aussi avec Maxime, qui avait besoin de tout cadrer en permanence, etc. D'aller chercher l'irresponsable en toi. C'est-à-dire? Je suis irresponsable et c'est super de te le dire. Tu peux le dire là? J'ai pas compris. Je suis responsable? Je suis irresponsable, justement. Je suis irresponsable. Ouh là là, non. Oui, non. Je suis irresponsable. Ouais. L'inutile et l'irresponsable. J'ai l'impression que je vais me retrouver sous un pont. Ouais, bien sûr, parce qu'effectivement, c'est exactement ce qui va se passer. Non, ça n'arrivera pas. Tu dis souvent la peur de finir sous un pont. Non, on ne sera jamais sous un pont. Franchement, oui, avec ton école de commerce et tout, à mon avis, tu as 3 coups de fil à passer. En réalité, je me retrouve sous un pont. Oui. Je rentre chez ma mère. Et encore une fois, avec ton... je vais dans un de mes apparts, je sais pas. Oui, incroyable. Tu vois, des fois, une fois, avec ton tu te rends compte à quel point ça paraît indécent des fois de
j'ai certains propos. J'ai peur de me retrouver sous un pont alors que j'ai 3 apparts. Bah non. Enfin... Mais c'est pas indécent, c'est ta peur. Elle est là, elle existe, elle est réelle. T'es pas en train de jouer un rôle là. Au contraire, c'est vraiment toi. Ouais. T'es pas dans une posture à la con. Donc c'est tout sauf indécent. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? Je pense qu'on a... Il y a eu beaucoup de choses déjà. Et même si je pensais avoir décortiqué un certain nombre de choses, on est parti dans d'autres choses encore. Ah mais il y a toujours. Ouais. Ça fait 3 ans que, enfin même plus, ça fait 4 ans que je travaille sur mon rapport à l'argent, il y a toujours des trucs. Et ça fait 1 an que je l'ai vraiment creusé beaucoup, mon rapport à l'argent, et il continue à avoir des trucs. Alors moins vénère qu'il y a 3 ans, tu vois, mais toujours des trucs qui grattent. Tu sais que j'avais acheté le livre de Christian Junod, Christian Junod, ouais. Voilà, pour travailler son rapport à l'argent, que je l'ai fait quelques jours, que j'ai arrêté. Parce que, alors, dans l'histoire que je me racontais, parce que j'avais pas le temps, dans la deuxième, parce que j'avais pas forcément envie, en réalité, je pense que ça devenait douloureux. Bah bien sûr. Tu viens de dire que c'était ton identité. T'imagines, on t'enlève ça. On t'enlève cette partie de toi sur laquelle tu t'es construite, autour de laquelle tu t'es construite, qui est la meuf qui gère pour tout le monde. Et en fait, quand tu travailles ça, il y a une partie de... Tu es en train de t'enlever une partie de toi qui ne t'appartient pas, hein, mais sur laquelle tu t'es construite. Donc c'est normal que ce soit douloureux. En fait, ça laisse un vide. Et avec quoi tu le combles, ce vide? Bah, avec des trucs qui t'appartiennent à toi. C'est trop bien, non? Quand tu le dis, ça paraît. Ouais, parce que pour le coup, ce truc de responsabilité, d'être utile, de vouloir sécuriser pour tout le monde, ça n'est pas à toi. Ça ne t'appartient pas. Tu comprends? Oui, je comprends. J'en suis à peu près convaincu. C'était Daron qui, consciemment ou inconsciemment, consciemment, sans aucun doute, te l'ont filé, quoi. Et toi, t'étais trop contente. T'étais là, ok, c'est donc mon rôle en tant qu'aîné. Je vais m'occuper de tout le monde, pas de problème. Je vais avoir les plus gros piscotos, les épaules les plus larges possibles. Bon, en vrai, il y a moyen de faire autrement. Ouais, le problème, c'est que j'ai envie de dire, si c'est la réalité et que ça fait pas de problème, c'est une chose, mais là, ça commence à me peser, quoi. Normal. C'est le bon moment. 30 piges, franchement, c'est cool. Non, mais t'aurais pu te rendre compte de ça à 60 ans, et en fait, c'est chiant, tu vois. Ça veut dire que 30 ans de plus, t'aurais pris sur tes épaules tout ça, quoi. Merci à ton podcast. Bah, avec grand plaisir. Peut-être que tes parents seraient morts, mais peut-être que tes frères et sœurs auraient joué de ce truc, quoi. Tu vois, il y a des dynamiques familiales qui se jouent parfois. Tu es là, ok, putain, c'est complexe, quoi. Bravo, Charlotte, en tout cas. C'est chouette. Bravo. Pourquoi? Bah, de tout ce travail, là, comme tu dis, c'est pas facile. Ouais. Merci. Tu peux te faire un petit bisou sur le biceps, hein? Merci. Je te souhaite plein de bonheur. C'est gentil. Pour tous tes projets. Toi aussi. Merci beaucoup. Je prends. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.